Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Francosphère dont l'invité fait rêver bien au-delà des frontières hexagonales. Comme arrière droit, il a défendu le plus souvent les couleurs de la France dans l'histoire du football national, mais il est paradoxalement le plus internationaliste de ses représentants. En effet, Lilian Thuram a mis sa célébrité au service d'une cause universelle, celle de l'égalité entre tous. Dans le tome 2 de notre histoire, sa BD signée chez Delcourt avec Jean-Christophe Camus et Sam Garcia, il souligne que les jeunes peuvent aussi s'identifier à des modèles non blancs. De la dinde au menu du goût de l'enfance du franco-américain Daniel, pour Anne Bonneau, il se rappelle quand ils étaient 20 à table à se partager la volaille et la confiture d'érel. Et dans le Speak French de Jean-Marie Chazot, il sera question de balle au pied pour constater qu'il ne viendrait à l'idée de personne de l'appeler autrement que football. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Lilian Thuram. Bonjour. Pour vous qui avez vécu 10 ans en Italie, quand ils étaient petits, vos enfants, 10 ans entre Parme et Turin et puis 2 ans en Espagne, en quelle langue leur parliez-vous ? Bien évidemment en français. Très souvent, ils allaient par exemple dans l'école italienne. Et eux, ils vous répondaient en italien ? Le premier mot que mon premier fils Marcus m'a dit, c'était en italien. D'ailleurs, je ne comprenais pas. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? Et en fait, il me disait le parc, mais c'était en italien. Et quelle était la langue que vous entendiez enfant en région parisienne ? En Guadeloupe, on sait quelle était la langue. Chez votre mère, Mariana, est-ce qu'elle mettait un point d'honneur justement à parler le créole ou bien au contraire à le laisser de côté pour que vous soyez tout de suite dans le bain hexagonal ? Je dirais que malheureusement, comme beaucoup de familles antillaises, ma maman me parlait le français. Parce qu'elle était persuadée qu'en me parlant le créole, ça aurait pu créer des problèmes à l'école. Et c'est très dommage. Et du coup, où est-ce que vous en êtes avec le créole ? Écoutez, je le parle lorsque je suis avec des amis ou à la maison. Donc c'est vraiment dans l'intimité. Parce que j'ai un accent qui est quand même catastrophique. Vous avez un accent voilà. Français ? Oui, exactement, voilà. Et quand on regarde votre fiche Wikipédia, on s'aperçoit que Lilian Thuram, ce n'est que le milieu de votre nom. Avant, il y a un premier prénom, Rudy. Après, un second nom, Hulien. En fait, aussi bien que Lilian Thuram, vous pourriez vous appeler Rudy Hulien ? Non, en fait, mon nom de famille, c'est Thuram Hulien. Et mon premier prénom, c'est Rudy. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de prendre le second, alors ? Ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire que sur ma carte d'identité, c'est marqué Rudy. Mais depuis que je suis tout petit, on m'appelle Lilian. D'ailleurs, lorsque j'étais à l'école, le premier jour d'école, on appelle toujours par le premier prénom. En fait, je ne répondais jamais. Vous ne saviez pas à qui on parlait. Voilà, c'était exactement. comme le parc italien. Après coup, je disais, tiens, mais Rudy, c'est moi. Et donc, je répondais. Le premier tome de notre histoire, c'était votre histoire familiale. Le second tome, c'est votre histoire de jeune footballeur. Et puis, il y a en filigrane cette histoire collective en tant que noir, arrivant à 9 ans dans un pays de blancs. C'est ça dont il faut se remettre au départ ? En fait, il ne faut pas se remettre de ça au départ. En fait, c'est juste un questionnement sur notre éducation. Je dis souvent que j'ai eu la chance d'aller à l'école, j'ai rencontré beaucoup d'étoiles blanches et je reste persuadé que la plupart des personnes de couleur blanche n'ont pas d'étoiles noires. Et justement, je me dis que peu importe sa couleur, nous devons avoir des étoiles de toutes les couleurs pour peut-être changer notre imaginaire. Si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Lilian Thuram, c'est que vous n'êtes pas très relié au monde réel. Donc ce portrait coupé-décalé par Corinne Alexia Dabo est fait pour vous. Qui ne connaît pas Lilian Thuram ? Ah bon ? Vous ne le connaissez pas ? Mais Jean-Christophe Camus et Sam Garcia, vous les connaissez. De même qu'Alain Grémaud et Lionel Gauthier. Vous connaissez le gendarme Nivelle et Pascal Boniface. Et bien sûr Marcus et Kefren. Eh bien, Lilian Thuram est leur dénominateur commun. Il est aussi celui qui attrape dans un même filet Aesop et Angela Davis, Patrice Lumumba et Barack Obama. Il faut dire que pendant toute sa vie professionnelle, de Monaco à Parme, de Turin à Barcelone, Lilian Thuram a défendu ses propres filets comme la prunelle de ses yeux. 142 fois, on l'a embarqué sur le navire amiral pour défendre les filets du pavillon national. 16 fois en tant que capitaine du bateau tricolore. Mais lui qui n'aimait rien tant que les filets bien gardés, voilà qu'un certain 8-7-98, il s'est mis en tête de percer les filets de l'armada croate. Il l'a fait une fois, il l'a fait 2 fois, et tout le monde se souvient de sa perplexité devant le plaisir qu'il en a éprouvé.
Petit rappel, Camus et Garcia ont fait la BD avec vous. Lionel Gauthier, c'est votre bras droit à la Fondation Thuram. Grémaud, votre entraîneur à Fontainebleau. Le gendarme Nivelle avait été victime des hooligans pendant le Mondial 98 et fait l'objet d'un hommage avant la demi-finale France-Croatie où vous inscrivez ce doublé qui va ensuite permettre à la France de devenir championne du monde et sans lequel, sans ce doublé, votre histoire n'aurait pas été tout à fait la même, Lilian Thuram. Effectivement, je dirais que chaque moment de notre vie constitue un peu ce que nous sommes. Et effectivement, si je n'avais pas marqué ces 2 buts, peut-être que je ne serais pas là en train de parler avec vous. Mais on ne sait pas, peut-être que ça n'aurait pas changé grand-chose. Est-ce que vous croyez au destin? Est-ce que vous croyez à la chance? On le voit dans la double BD parue jusqu'à maintenant, Notre Histoire. Il y a des moments clés. Vous auriez pu végéter, entre guillemets, au Portugais de Fontainebleau. Vous auriez pu signer à Nice au lieu de Monaco. Et à l'époque, c'était vraiment pas la même chose. Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que tout d'un coup, il y a une espèce de flair ou il y a des circonstances favorables? Moi, je dirais que ce qui détermine notre vie, c'est avant tout les rencontres qu'on peut faire. Et effectivement, le personnage Nedo dans notre histoire, Nedo représente toutes les personnes que vous rencontrez tout au long de votre vie et qui vont vous permettre de choisir les bonnes directions. Trop souvent, on a tendance à faire croire aux gens qu'on peut se réaliser tout seul. C'est complètement faux. Je dirais que nous sommes le fruit de rencontres et j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de personnes intéressantes. Donc vous avez été notamment dans votre vie monégasque. La victoire de Monaco en championnat de France plutôt que le PSG, ça vous fait particulièrement plaisir? Ça me fait plaisir, oui, parce que j'ai joué très très longtemps à Monaco. Mais si ça avait été le Paris Saint-Germain, c'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire que moi, ça arrive assez souvent d'ailleurs. C'est vrai. On comprend dans notre histoire qu'Ésope était noir. Ésope, le fabuliste grec, c'est quelque chose qu'on met pratiquement jamais en avant. Comment ça se fait? Parce qu'en règle générale, on ne dit jamais la couleur de peau d'un poète, d'un scientifique. Et donc, on ne le nomme pas, on ne le dit pas parce qu'en fait, ça paraît pas important. Et moi, je pense que c'est important parce qu'encore une fois, nous vivons dans des sociétés où on voudrait nous faire croire que la couleur de peau n'est pas importante. Mais la couleur de peau est importante parce qu'effectivement, il y a une histoire. Il y a une histoire de domination de la couleur blanche sur les autres couleurs, comme il y a une histoire de domination des hommes sur les femmes, excusez-moi. Et donc, je pense qu'il est important, justement, que nous puissions peut-être en discuter sereinement pour pouvoir dépasser ces problématiques. Parce que je reste persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui reproduisent ces schémas de domination sans y réfléchir. Dans les archives de l'INA, on retrouve cette interview que la militante américaine Angela Davis, ex-Black Panther, a donnée il y a 40 ans, le 2 mai 1977, en français, à Dominique Baudis, alors journaliste sur TF1. Il était question de la situation des Noirs après l'arrivée à la Maison-Blanche du président démocrate Jimmy Carter, dont l'élection avait suscité de grands espoirs dans la communauté. Depuis quelques années, nous sommes en train de voir beaucoup plus de racisme, beaucoup plus de répression politique aux États-Unis. Je dirais même qu'il y a plus de prisonniers politiques que pendant que j'étais en prison moi-même. C'était à cause des votes des Noirs que Carter est devenu président des États-Unis, mais en tant d'action concrète pour améliorer la situation des Noirs, des Portoricains, des autres gens de couleur et des Blancs de la classe ouvrière. Il n'a absolument rien fait depuis qu'il a été élu président. La situation économique des Noirs est beaucoup plus pire maintenant que pendant les années 60. Et aussi en tant que répression, en tant d'expression ouverte du racisme, le Ku Klux Klan est en train de se développer maintenant partout dans les États-Unis. La brutalité policière est très grande. Alors on l'entend, Angela Davis parle parfaitement le français, elle s'en sert. D'ailleurs, on le voit dans votre BD, petite avec sa sœur, elle échappe à la ségrégation dans le sud des États-Unis où elle vit grâce au français. Ben oui, parce qu'effectivement, elle peut rentrer dans les magasins et se faire passer pour française. Donc, et dans ce cas-là, tout va bien, on ne vous embête pas. On ne vous embête pas parce que justement, vous n'êtes pas américaine. Donc vous voyez bien que parfois, on peut dépasser la couleur. Comment est-ce qu'elle a appris le français ?
Avec ses parents, parce que ses parents étaient sûrement francophiles, c'est-à-dire qu'ils aimaient la langue française. Et d'ailleurs, dans la bande dessinée, on voit sa mère qui lui offre un livre de français. Qu'est-ce qui fait d'elle une icône des droits civiques ? C'est assez simple, c'est-à-dire que c'est une femme qui a dénoncé la domination des personnes de couleur blanche. C'est une femme qui a dénoncé la domination des hommes sur les femmes. Et son histoire montre à quel point il est important qu'il y ait des liens qui fait en sorte que tout d'un coup, l'opinion publique s'intéresse à l'égalité. C'est-à-dire, lorsqu'elle a été en prison, on a vu que partout dans le monde, il y a cette solidarité pour justement dénoncer cet emprisonnement. Vous la connaissez, Angela Davis ? Je la connais malheureusement pas de personne. Voilà. Angela Davis, c'est une icône mondiale. À votre façon, hein, vous êtes vous aussi une icône. Comment est-ce que vous vivez, Lilian Thuram, votre extrême célébrité ? Assez tranquillement, tout d'abord. Comment ça se passe dans la rue, par exemple ? Est-ce que vous pouvez circuler tranquillement ? Oui, complètement. Disons que j'ai énormément de chance parce que je reçois beaucoup de sourires et beaucoup d'amour dans la journée. Et vous n'êtes pas embêté de toujours entendre « Tiens, voilà Thuram qui passe », etc. Est-ce que le fait de ne jamais pouvoir échapper à vous-même, finalement, c'est pas un peu fatigant ? Mais écoutez, moi j'arrive à m'échapper des situations. Je ne suis pas sûr qu'on puisse s'échapper à soi-même. Voilà. Mais en tout cas, tout va très très bien. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie de Lilian Thuram pour la sortie chez Delcourt du second volume de notre histoire. La BD, co-signée par Jean-Christophe Camus et dessinée par Sam Garcia, mêle à l'histoire d'une jeune Lilian et de ses premiers pas dans le football professionnel, celle de grandes figures noires du passé, dont le pharaon Taharqa ou encore le Jamaïcain Marcus Garvey, annonciateur aux États-Unis de la lutte pour les droits civiques et du retour en Afrique. Mais pour l'instant, nous restons aux États-Unis avec le franco-américain Daniel Arastingi, dont le goût de l'enfance, confié à Anne Bonneau, prend des allures de banquet. Mon goût de l'enfance est associé à la fête de Thanksgiving, qui est une fête qui commémore l'arrivée des colons en Amérique, et les Indiens leur ont donné des cadeaux spontanément. Et on appelle ça Thanksgiving, c'est-à-dire merci d'avoir donné. La dinde, c'est la pièce maîtresse, je dirais. Et la dinde, elle peut peser de 6 à 10 kilos. Elle cuit toute la journée, il faut la surveiller. On prend la sauce qu'on répand sur la dinde toute la journée. Il y a cette odeur qui vous baigne toute la journée. On a, pour accompagner le Thanksgiving, un plat de broncoli, un plat de maïs, un plat de patates douces, des châtaignes ou des marrons, de la confiture d'érel, de la purée de potiron ou de potimarron. Ce sont ces ingrédients-là qu'il faut avoir dans le repas. C'est une tradition. C'était un moyen de me relier, de me rattacher aux États-Unis. Et pour moi, c'était très important. J'avais toujours des liens avec ma culture américaine. D'une part, avec ma mère, parce qu'elle me parlait en anglais, je lui répondais en français, et vice-versa. Ça, c'était assez amusant. Teach me tonight. Ça fait un repas, généralement, enfin chez nous, de 15 à 20 personnes à chaque fois. Pour ce dîner, on avait des gens de toutes les nationalités. C'était un moyen aussi de leur faire découvrir cette fête aussi. C'est toujours un grand moment quand la dinde arrive à table, de voir cet énorme animal. On applaudit quand elle arrive et tout. Voilà. Pour moi, ça représentait aussi l'Amérique. J'ai relevé dans notre histoire, Lilian Thuram, plusieurs goûts de l'enfance possibles pour vous. Alors, il y a d'abord le fameux gâteau au chocolat de Madame Renard. En quoi il était irrésistible? Mais effectivement, me retrouver chez la famille Renard était un moment très agréable. Parce que je me retrouvais dans une famille qui habitait dans une zone pavillonnaire. L'année d'avant, je jouais au Portugais de Fontainebleau.
Et c'est en arrivant à Fontainebleau que j'ai rencontré cette famille. Et lorsque j'avais décidé d'aller jouer à Fontainebleau, un dirigeant des Portugais de Fontainebleau m'avait dit il ne faut pas que tu changes de club. Parce qu'en fait, les personnes de Fontainebleau, ce sont des personnes bourgeoises et ils ne vont pas t'accepter. Et donc voilà pourquoi c'était très intéressant à cet âge-là de voir qu'en fait... Donc les discriminations sont partout. Hein. Oui, mais justement, il n'y avait pas de discrimination. C'est-à-dire que moi, j'ai été accepté par les gens de Fontainebleau. Et je pense que lorsqu'on a une très bonne éducation, on peut passer dans tous les mondes. Et donc, ça m'a permis de voir qu'il y avait des gens gentils. Il faut savoir surmonter les clichés aussi parfois. Il faut savoir les dépasser pour aller à rencontrer les personnes. Et donc, cette rencontre, ça a été une rencontre plus qu'importante pour ma vie. Notre histoire, c'est aussi une histoire de rupture. Hein. Il faut rompre justement avec la famille Renard à Fontainebleau. Il faut rompre avec les premiers amis. Il faut aller à l'autre bout de la France, à Fontainebleau, après être allé de la Guadeloupe à la région parisienne, et puis ensuite partir à l'étranger, en Italie, en Espagne. Comment est-ce qu'on vit ce nomadisme permanent, Lilian Thuram ? Tout d'abord, ce ne sont pas vraiment des ruptures, parce qu'en fait, tout au long de ma vie, par exemple, la famille de Franck Renard m'a suivi, sont toujours avec moi, expliquent ce que je suis. Et donc, c'est un enrichissement, c'est-à-dire que tous ces moments où j'ai dû affronter d'autres situations, ça m'a permis de grandir et de devenir beaucoup plus fort. Et ça m'a permis aussi d'apprendre à me connaître. Alors dans les permanences, il peut y avoir les goûts de l'enfance, notamment les goûts de l'enfance culinaire. Est-ce que vous essayez, par exemple, vous, à refaire le colombo de Mariana, votre mère ? Tout d'abord, je ne peux pas faire le même colombo que ma maman. Il y a qu'elle qui sait le faire comme ça, évidemment. Exactement. Donc voilà pourquoi, à chaque fois que je vais aux Antilles, elle me fait ce plat. D'ailleurs, je dois avouer que je suis un peu jaloux parce que maintenant, elle ne me fait plus le plat à moi, mais elle fait le plat pour les enfants. Fossa Peila, la force du pays d'Admiralty avec Jacob Desvarieux et Jocelyne Berroir. Alors je l'ai choisi, Lilian Thuram, parce qu'on vous voit dans le clip avec bien d'autres célébrités, Jean-Marc Mormec, Christine Kelly, Firmin Richard. Il y a chez vous de la fierté. Est-ce qu'elle pourrait aller jusqu'au chauvinisme guadeloupéen ? Le chauvinisme, non, parce que je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Mais la fierté de ce que vous êtes, je pense que c'est essentiel pour avancer dans la vie. Et ce qui est très intéressant dans cette chanson, c'est le lien entre les générations. Parce qu'effectivement, on parle de Kassav', on parle d'Admiralty, qui ont deux types de musique différentes. Et cette construction du commun, parce que très souvent, c'est ce qui manque en fait. Et faire du commun, c'est l'essentiel. Alors vous allez peut-être me répondre les deux, hein, mais s'il fallait choisir, vous êtes plutôt Kassav' ou plutôt Admiralty ? Comme auditeur, qu'est-ce que vous écoutez le plus facilement ? Le plus facilement, mais ça dépend des périodes. Par exemple, lorsque j'étais joueur de foot et que j'étais à l'étranger, pour me sentir vraiment bien, comme si j'étais en Guadeloupe, c'était Kassav'. Là, c'était incroyable. Je mettais du Kassav' dans la voiture et ça me renvoyait aux Antilles. Voilà. Pourquoi est-ce que les joueurs de foot mettent toujours des casques sur les oreilles au moment d'être dans les vestiaires ? On les voit toujours, ou dans les bus. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours en passer par là ? Tout d'abord, si vous regardez bien, très souvent, ce n'est pas tous les joueurs. Ça, c'est important de le dire. Et après, c'est une façon de se concentrer. Par exemple, moi, je ne portais pas de casque parce que j'aime pas trop écouter la musique dans le casque, mais c'est simplement une question de concentration parce que lorsque vous allez vous projeter dans le match, vous avez besoin de vous intérioriser pour essayer de concentrer toute l'énergie qui va devoir exploser. Et donc,
Ce n'est rien que ça. Alors dans le clip dont on parlait, on voit aussi bien plusieurs générations, hein, vous l'avez dit, mais aussi bien des Martiniquais que des Guyanais, des Guadeloupéens. Vous vous reconnaissez dans une forme d'identité antillo-guyanaise ? Moi, je dois avouer que je me retrouve dans une identité beaucoup plus ample que ça. Je dirais que je suis avant tout un être humain. Et donc, j'ai la chance de voyager un peu partout dans le monde. Et à chaque fois que j'arrive dans un lieu, je me sens appartenir à ce lieu. Voilà. Et l'ultramarinité, ça peut exister pour vous, être ultramarin ? Moi, ça ne me parle pas d'ailleurs, ce mot-là. Bon, alors aujourd'hui, dans Génération Watt, hein, c'est l'outre-mer, ça tombe mal. Et alors, comme dans notre histoire, la BD de Lilian Thuram, il va être question du rôle de la famille. La grande enquête menée par les stations premières auprès des jeunes ultramarins, Lilian Thuram, s'arrête aujourd'hui à Mayotte sur les personnes qui ont veillé sur leur éducation quand ils étaient enfants. Réponse sélectionnée par Sandrine Weber. Dans ta famille, qui a pris en charge ton éducation ? Moi, je dirais toute ma famille. Tout ce qu'il y a là. Je te jure. L'éducation, c'est un tout. C'est l'éducation des parents, l'éducation de la rue, l'éducation de l'État. Celle qui a pris en charge dans un premier temps, c'est ma grand-mère, oui. Elle n'a jamais été à l'école, mais elle avait des notions. Elle nous a appris à lire et à compter avant même qu'on soit à l'école. Donc voilà, c'est elle qui a pris en charge principalement notre éducation au départ. Ensuite, effectivement, dès que ça atteint le collège, ce sont mes tantes, voilà, suivies plus par mes tantes qui, elles, avaient fait leurs études, tout simplement. Ma mère, mon père et mes 2 frangins. Et bien sûr, les compagnes de mes frangins. Et tout le monde a participé à mon éducation. Mes 2 parents. Moi, ça a été ma maman et mon beau-père. Votre mère est très présente dans notre histoire, Lilian Thuram. À quel moment est-ce que vous avez coupé le cordon ombilical avec elle ? Écoutez, je ne sais pas si j'ai Toujours coupé. pas ? Non, je crois pas. Je dirais que lorsqu'on... on a l'impression qu'on coupe le lien, mais le lien est à vie. Et effectivement, la personne la plus importante dans mon éducation, c'est avant tout ma maman. Pas parce qu'elle parlait beaucoup, c'est en fait, je l'observais. Parce que c'est plus important d'observer les gens. Et c'était des messages d'humilité et de courage. Mais elle parlait beaucoup. Non, elle parlait pas beaucoup. Ah, elle parlait pas beaucoup. Non, elle parlait pas beaucoup. Non, justement, c'est pour ça que je dis que très souvent, il ne faut pas s'attarder sur les paroles, c'est surtout sur les actes. Et ma mère a été une femme extrêmement courageuse, et donc voilà pourquoi je trouve qu'elle m'a légué la chose la plus essentielle, c'est être courageux moi-même. Mariana, c'est une mère potomitan, hein, votre mère, c'est-à-dire qu'elle est au centre de tout pour ses enfants. La contrepartie, c'est un père absent, vous en avez souffert ? Non, parce qu'en fait, j'ai toujours grandi sans. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire que ma mère a une vraie intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que ça a toujours été la fête, en fait. Et j'ai jamais su qu'elle aurait pu être malheureuse, en fait. Elle était courageuse, il y avait des sourires à la maison, et tout allait bien. Et ne pas avoir de modèle paternel, est-ce que ça a compliqué les choses au moment de devenir vous-même père ? Je dois avouer que peut-être que ça a été une chance pour mes enfants. Parce que j'essaie de reproduire le modèle que j'ai eu, c'est-à-dire de ma maman, parce qu'elle était maman et papa. Et effectivement, une fois, une dame qui m'a dit « Tiens, dans votre façon d'éduquer, on a l'impression que vous éduquez vos enfants comme pourrait le faire une mère. » Vous êtes un père très féminin. Sûrement, voilà. Et quel genre de grand-père vous préparez-vous à être ? Grand-père... peut-être qu'il sera un peu catastrophique pour leur éducation, parce que je pense que je vais leur permettre de faire tout. Papy cadeau. C'est ça. On termine avec le Speak French de Jean-Marie Chazot. Il avait le choix pour sa chronique entre pied au plancher et pied au mur. Il a choisi une 3e voie. Balle au pied, le football aurait-il eu le même succès planétaire dans la langue de Zidane ? Pourtant, la Coupe du Monde de la discipline a été créée par un Français, Jules Rimet, et la FIFA, née à Paris, est bien le sigle francophone de la Fédération internationale de football association, ce qui ressemble d'ailleurs à un compromis plutôt franglais. Mais la défense de la langue française dans ce sport si mondialement pratiqué connaît des hauts et des bas. Si les goalkeepers sont devenus des gardiens de but et le hors-jeu tient facilement la corde face au offside, le goût
gouvernement a édité pour l'Euro 2016 en France un petit guide pour encourager l'usage du français dans le foot, recommandant notamment de parler de minutes en or au lieu de money time ou de tir de réparation plutôt que de penalty. On peut aussi s'énerver d'entendre la Champions League éternuée par bien des Français quand la Ligue des Champions se dit si aisément. L'anglais, c'est aussi la langue internationale pour le football. Lilian Thuram, entre équipes qui ne se comprennent pas, elles parlent anglais entre elles ? Oui, effectivement. De toute façon, c'est la langue qui domine dans le monde parce que le pays qui domine le monde actuellement, culturellement, c'est les États-Unis. Donc ça se retrouve aussi dans le foot. Que le français reste langue olympique, ça vous semble important ou pas ? Important, oui et non. Vous savez, il n'y a rien qui puisse rester éternellement. Donc, je ne fais pas partie des gens qui n'acceptent pas le changement. Vous êtes mobilisé pour les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Qu'est-ce qui pourrait faire que cette fois-ci, ça serait encore raté comme les précédentes pour Paris ? J'espère que ce ne sera pas raté. Il n'y a aucune raison que ce soit raté d'ailleurs. Et si c'était 2028 au lieu de 2024, est-ce que ça changerait beaucoup les choses ? Écoutez, ce serait mieux que ce soit 2024. Est-ce qu'il est prévu, alors d'ici 2024, on a le temps de faire quelques numéros de notre histoire ? Est-ce qu'il est prévu un Notre Histoire numéro 3 ? Écoutez, je ne le sais pas. Comme nous vivons dans un monde où ce qui compte, c'est la finance. Donc s'il y a des personnes qui se déplacent en masse pour acheter Notre Histoire, peut-être qu'un troisième volume verra le jour, et je l'espère. Bon, donc vous avez compris ce qu'il vous reste à faire si vous voulez connaître la suite. Notre Histoire, ça paraît chez Delcourt. C'est signé notamment Lilian Thuram, Sam Garcia. Merci à Corinne Alexia Dabo, Anne Bonneau, Sandrine Weber, Jean-Marie Chazot et Gilles Masaniello.